Bonjour à tous et bienvenue pour ce 33e épisode de L'Aubry qui court avec une introduction tournée depuis la manifestation des soignants cette semaine. Vous entendez l'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. On est avec les soignants dans la rue parce que le compte n'y est toujours pas, à la fois pour les revalorisations de salaire, à la fois pour sauver notre système de santé publique à la dérive, pour éviter de l'abandonner au secteur privé. On attend les conclusions du Ségur de la santé, mais on sera extrêmement vigilant parce que c'est tout notre système de santé qui a été mis à rude épreuve et qui est aujourd'hui à la dérive et on continuera à se battre pour le sauver. Et aujourd'hui, pour cet épisode, on va faire un petit bilan des élections municipales qui se sont déroulées avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles, à commencer par l'abstention. On va ensuite se parler de la Convention citoyenne sur le climat et de Macron qui ne retient que les propositions qu'il veut. On va ensuite se parler de la responsabilité des entreprises multinationales en termes de violation des droits de l'homme et on va vous expliquer tout le travail qu'on mène au niveau européen. Et enfin, pour notre coin des lobbies, cette fois-ci, on a du lourd et du gros. Ça se passe à la Banque Centrale Européenne, un beau gros conflit d'intérêts qui profite à Bernard Arnault. Allez, c'est parti, générique. Alors on est de retour au Mickey Bar, vous vous souvenez, on a fait déjà tourner plusieurs séquences ici, alors il est un peu vide en ce moment. Et dans cet endroit un peu plus relax, on va en profiter pour faire un débrief des élections municipales de ce week-end, des conclusions qu'on peut en tirer, parce que c'est difficile aussi de tirer des conclusions péremptoires, parce que le fait majeur de ces élections reste l'abstention. Record, plus de 68% d'abstention. C'est historique dans la Ve République. Il n'y a guère que les élections européennes de 2009 qui avaient un taux d'abstention légèrement supérieur. Alors il y a bien entendu le contexte, les 3 mois entre le premier et le second tour, l'incertitude sur les conditions sanitaires. Mais il y a surtout un élément plus profond, c'est l'écart entre les citoyens et la vie politique qui ne cesse de se creuser et finalement un manque de confiance sur des élections qui pourraient changer le quotidien des gens. Je pense que ça pose aussi une question institutionnelle. Dans notre Ve République, on se focalise sur l'élection présidentielle comme seul outil en capacité d'apporter des réponses politiques. Alors la conséquence, c'est qu'il n'y avait qu'un tiers des Français déjà qui étaient appelés à voter pour ces élections, le reste des maires ayant été élus au premier tour en mars dernier, avec seulement 32% de participation. Au final, c'est que 14% du corps électoral qui a voté. Alors dans ce contexte, c'est difficile d'en tirer des conclusions. On a globalement les classes populaires qui ne se sont pas déplacées. On s'est focalisé dans l'analyse sur les très grandes villes, ou plutôt les médias se sont focalisés sur les très grandes villes. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut en dire pour les insoumis, pour la gauche? D'abord, il y a eu de belles victoires de coalitions sociales et écologiques, coalitions auxquelles les insoumis ont pris leur juste part. Je pense à Grenoble où Éric Piolle a été réélu, à Lyon, à Tours. Il y a eu aussi des déceptions, je pense à l'Archipel citoyen, à Toulouse qui avait fait de belles choses et qui n'a pas pu l'emporter, ou à Amiens. Mais au final, on a quand même réussi à obtenir quelques maires, des centaines de conseillers municipaux qui continueront à mener la bataille avec nous de l'échelon local à l'échelon européen pour essayer de transformer nos sociétés. Alors ça a aussi permis ces élections d'ouvrir un dialogue avec d'autres formations politiques à gauche dans les villes dans lesquelles nous nous présentions ensemble, qui ne gomment pas par ailleurs nos désaccords et c'est ces désaccords dont on va continuer à débattre dans les prochains mois. Mais je crois que l'enjeu majeur pour les prochains mois et les prochaines années, c'est réfléchir sur cette grève civique qui ne cesse de gagner du terrain, reconquérir les quartiers populaires, interroger nos pratiques politiques, bref, se remettre en question, c'est aussi ça en politique. Alors on a essayé de renouer avec la tradition des premières AQC, vous vous souvenez peut-être, on tournait régulièrement dehors. Alors on a profité des beaux jours, alors les beaux jours tout est relatif à Bruxelles, vous voyez un peu de ciel bleu mais il a plu juste avant, mais on s'y fait. Et je voulais vous parler ici dehors de la Convention citoyenne sur le climat. Vous savez, on a été un peu sceptique sur la démarche initialement parce que c'était un moyen pour Emmanuel Macron, en pleine crise des Gilets jaunes, de gagner du temps, alors que les solutions pour lutter contre le changement climatique, on les connaît, elles sont portées notamment par de nombreuses associations depuis un certain nombre d'années. Mais force est de constater que la démarche avec des citoyens tirés au sort a été intéressante à plusieurs titres. Intéressante parce que ces citoyens se sont saisis des enjeux écologiques, qu'ils ont
ont fait des propositions ambitieuses, mais aussi qu'ils ont réussi à s'émanciper du joug d'Emmanuel Macron. Et ces propositions, il faut les regarder dans leur totalité. Alors, évidemment, il n'y a pas tout, il n'y a rien sur les questions de nucléaire par exemple. La question des financements n'est officiellement pas abordée parce que ça ne faisait pas partie du cadre, alors que le financement de la transition écologique est un enjeu majeur, même s'ils en ont quand même profité pour s'en saisir et en parler en annexe. Mais force est de constater quand même que ces 149 propositions, prises comme un tout et non pas de manière isolée, comme ont tenté de le faire certains médias, qui n'ont parlé que de la mesure sur les 110 km/h, eh bien ces propositions, ensemble, trace un horizon pour lutter contre le changement climatique avec des mesures qui sont applicables immédiatement. Parce que ces mesures, en réalité, elles touchent à différents domaines, à différents leviers. Ça parle du logement avec la rénovation thermique, la consommation avec la suppression du plastique à usage unique, de l'agriculture avec 50% d'exploitation en agroécologie, l'interdiction des pesticides. Ça parle aussi production avec l'interdiction de la publicité de produits qui sont les plus émetteurs. Ça parle évidemment de la question de la mobilité avec la réduction de la TVA sur les billets de train, la suppression des vols aériens quand il existe des alternatives de moins de 4 heures, ou l'interdiction aussi de la commercialisation de véhicules neufs les plus polluants. Bref, il faut regarder l'ensemble de ces mesures dans le détail. Elles tracent véritablement une ambition en matière écologique, et même sur les questions de financement qui ont été abordées en annexe, eh bien, ils proposent une taxe sur les transactions financières, l'imposition des grands patrimoines, donc eux-mêmes se sont autosaisis de ce sujet. Et ces propositions, en théorie, Emmanuel Macron, il était censé les reprendre telles quelles et les appliquer. Et là, Emmanuel Macron a sorti de son chapeau des jokers qui ne cessent de se multiplier. D'abord, il nous a parlé de 3 jokers, la taxe sur les dividendes qu'il n'appliquerait pas, la rénovation des logements, les 110 km/h, et puis très vite, ça s'est étendu à la non-ratification du CETA, Macron dit qu'on verra plus tard, l'interdiction de la publicité sur les produits polluants, Bruno Le Maire, il a dit qu'il était contre, ou la baisse de la TVA sur les billets de train, le moratoire sur le 5G, bref, on est déjà à 6 ou 7 jokers et au rythme où ça va, il restera bientôt plus grand chose, des propositions pourtant ambitieuses de la Convention citoyenne sur le climat. On va faire confiance aux députés En Marche pour vider de leur sens ces propositions. Alors notre rôle, ce sera de défendre ces propositions citoyennes, d'alerter aussi dès qu'une décision de la majorité entre en contradiction avec ces propositions, mais aussi de réfléchir sur l'utilisation de ce dispositif innovant avec des gens qui sont tirés au sort, bien plus ambitieux que nos décideurs politiques. Et peut-être qu'on pourrait avoir aussi une convention citoyenne, tiens, par exemple, sur la justice fiscale. Et là, à n'en pas douter qu'il proposerait immédiatement le rétablissement de l'ISF illico presto. J'ai pas eu souvent l'occasion de vous en parler, mais un des combats que je mène depuis des années, notamment quand j'ai travaillé en République démocratique du Congo sur les violations des droits de l'homme dans le secteur minier et le secteur extractif, c'est la responsabilité des entreprises multinationales en matière de violation des droits de l'homme. Et pour vous donner un exemple concret, quand une entreprise française comme Total, par exemple, exploite du pétrole, par exemple en Ouganda, en général, elle crée une entreprise sur place qu'elle appelle Total Ouganda. Et c'est Total Ouganda qui va être responsable des opérations sur place et qui va, par exemple, réaliser des expropriations d'habitants, de communautés locales, qu'elle va déplacer, parfois qu'elle ne va pas compenser financièrement suffisamment, voire même qu'elle va polluer l'environnement. Et quand elle le fait, Total Ouganda le fait sous la responsabilité de l'entreprise qu'on appelle la maison mère Total, l'entreprise française, et c'est aussi au bénéfice de l'entreprise Total. Et donc c'est l'entreprise Total française qui devrait être condamnée en cas de violation des droits de l'homme. Sauf que le droit international considère Total France et Total Ouganda comme 2 entreprises complètement séparées. Et donc on peut seulement poursuivre juridiquement Total Ouganda selon le droit ougandais, et on ne peut pas demander des comptes à l'entreprise qui se gave derrière, qui est l'entreprise française Total. Et donc, les profits et la réputation de l'entreprise Total ne sont pas affectés, quand bien même on arriverait à poursuivre l'entreprise en Ouganda. Et c'est de cette manière que les entreprises multinationales tirent profit de cette facilité du droit pour exploiter des communautés locales, pour violer des droits de l'homme et pour polluer abondamment en toute impunité. Et c'est ce combat
contre l'impunité des multinationales, qui est une des priorités de mon mandat ici au Parlement européen. Et l'objectif de mon travail en commission des affaires juridiques, c'est de créer des mécanismes juridiques pour mettre fin à cette impunité en rendant juridiquement responsables les entreprises multinationales et en permettant aux victimes de ces violations d'avoir enfin accès à la justice. La France, elle a été pionnière dans ce domaine puisqu'une loi a été adoptée, la loi sur le devoir de vigilance. Elle a été adoptée à la fin du dernier quinquennat. Je la connais bien parce que j'ai travaillé abondamment dessus. J'enseigne aussi sur les questions de droits de l'homme et d'entreprise. Et je connais aussi assez bien les défauts de cette loi qui n'est pas parfaite. Et donc mon objectif maintenant, c'est de faire une régulation à l'échelon européen qui va au-delà de la loi française et qui règle un certain nombre aussi de ces défauts-là et d'avoir une loi plus ambitieuse. J'essaie de convaincre mes collègues ici au Parlement européen et j'essaie aussi de convaincre la Commission européenne, à tel point que dans la Commission des affaires juridiques, ça fait rire mes collègues parce que quasiment à chaque fois que je prends la parole, c'est pour parler de la question de la responsabilité des multinationales et du devoir de vigilance. J'ai interrogé maintes fois le commissaire aux affaires juridiques Didier Reynders sur cette question et nos efforts ont fini par payer à double titre. D'abord, nous avons obtenu un rapport parlementaire au sein de notre commission des affaires juridiques sur lequel je serai rapporteur pour notre groupe et donc les travaux commencent là dans les prochaines semaines. Et puis on a obtenu un engagement de la part de la Commission européenne qui s'est engagée à faire une proposition pour début 2021 pour une directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales pour mettre fin à cette impunité. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces travaux dans les prochaines semaines. C'est une bonne nouvelle, vous voyez quand on se bat, on obtient des avancées. Évidemment, on sera très vigilant sur l'écriture de ce texte juridique. L'Union européenne, dans le passé, a pu faire preuve d'ambition sur les questions de droit à la concurrence ou de protection des données. Eh bien, il faudra qu'elle fasse preuve d'autant, voire de plus d'ambition en matière de responsabilité des entreprises multinationales pour que le droit des peuples prime sur le droit des entreprises. Tiens, Bernard Arnault qui s'enrichit grâce à la Banque centrale européenne. Cette semaine, un coin des lobbies un peu lourd parce qu'on va vous parler d'un poids lourd des institutions européennes, la Banque centrale européenne. Pour bien comprendre son rôle, pendant longtemps, elle se contentait de manipuler les taux d'intérêt pour ralentir ou au contraire stimuler l'activité économique. Mais depuis la crise financière, notamment depuis 2008, elle s'est dotée de nouveaux outils économiques en intervenant directement auprès des acteurs économiques et auprès des entreprises en injectant des milliards d'euros sur les marchés financiers, notamment à travers un programme de rachat de dettes privées, donc le rachat de dettes d'entreprises. Concrètement, la Banque centrale européenne prête à des entreprises partout en Europe à des taux préférentiels, donc à des taux très bas. Mais sauf que la Banque centrale européenne choisit elle-même la liste de ses heureux élus, donc des entreprises qui bénéficient de ce programme. Le problème, c'est que les gouverneurs de la Banque centrale européenne eux-mêmes possèdent des actions dans ces entreprises qui bénéficient de ce programme de rachat de dette. Par exemple, des gouverneurs possèdent des actions dans Bayer, Sanofi, Novartis. Et donc, on a la Banque centrale européenne qui injecte des milliards d'euros dans ces entreprises, qui enrichissent ces entreprises et donc les actionnaires, parmi lesquels on retrouve des gouverneurs de la Banque centrale européenne. La boucle est bouclée et si on pensait qu'on arrivait à bout des conflits d'intérêts, l'histoire ne s'arrête pas là avec des nouvelles révélations de Mediapart. On a pas mal travaillé ces derniers temps avec un journaliste de Mediapart, Laurent Mauduit, et on s'est intéressé à Natacha Valla. C'est la directrice adjointe de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc c'est pas n'importe qui au niveau de la BCE. Et figurez-vous que Natacha Valla, on a découvert qu'elle allait rejoindre le conseil d'administration de LVMH. Alors normalement c'est interdit dans les règles de la Banque centrale européenne, mais manifestement elle n'a pas cru bon informer la Banque centrale européenne. Et le cœur du problème, c'est que LVMH a précisément bénéficié d'un montant record de la part de la Banque centrale européenne, à un moment où elle cherchait, LVMH, à racheter sa concurrence Tiffany. Pour être clair, la BCE a aidé LVMH à obtenir des financements, le tout presque gratuitement, puisqu'elle a bénéficié d'un montant avec un taux d'intérêt extrêmement faible, une décision qui a permis à l'entreprise LVMH de s'enrichir et à la fin qui a permis de s'enrichir
qui? Le principal actionnaire de LVMH, Bernard Arnault, et tout ça grâce à l'aide de Natasha Valla. C'est LVMH d'ailleurs qui le reconnaît elle-même, puisque dans les documents officiels de l'entreprise, on retrouve à l'annonce de l'arrivée de Natasha Valla, LVMH parle d'un rôle très utile de Natasha Valla puisqu'elle vient de la Banque Centrale Européenne. La boucle est bouclée. On a la Banque Centrale Européenne qui, grâce à Natasha Valla, vient directement en aide à l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Alors, toute cette histoire, ces conflits d'intérêts et l'opacité qui l'entoure, je pense, démontrent deux choses. La première, c'est que la Banque Centrale Européenne ne cesse de se draper derrière sa soi-disant indépendance, mais en réalité, on voit qu'elle n'est pas indépendante vis-à-vis des grandes entreprises, vis-à-vis des intérêts privés, et que la Banque Centrale Européenne est devenue la banque des grandes entreprises et de leurs patrons, et qu'elle sert les intérêts de ces grands patrons, de ces grandes entreprises et des marchés financiers, plutôt que des petites et moyennes entreprises, nos PME, qui galèrent à obtenir des prêts auprès des banques, ou même des États qui sont condamnés à se financer sur les marchés financiers. La deuxième leçon, c'est que je crois que plus que jamais, la politique monétaire européenne et le rôle de la Banque Centrale Européenne méritent un débat démocratique à l'heure où la Banque Centrale Européenne est en train d'injecter des centaines, des milliers de milliards d'euros sur les marchés financiers, comme jamais elle l'a fait, pour que cet outil redevienne au service de l'intérêt général. Alors face à tout ça, nous on s'est mobilisés, on a utilisé tous les outils qui étaient à notre disposition. J'ai interrogé Lagarde au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires, et d'ailleurs elle a complètement balayé ma question sur les conflits d'intérêts, circuler, il n'y a rien à voir. Alors je persiste et je signe, et j'ai soumis 3 questions écrites à la Banque Centrale Européenne sur l'ensemble de ces affaires. Et j'ai aussi demandé un accès aux informations confidentielles de la Banque Centrale Européenne, à des documents internes. C'est une demande qu'on peut faire aussi. Bref, tous les outils à ma disposition. Comptez sur nous pour ne pas les lâcher, pour faire de la politique monétaire européenne une politique au service de l'intérêt général, parce que les enjeux sont majeurs alors que nous vivons une des pires crises économiques de notre histoire. C'est la fin de ce 33e épisode de L'Aubry qui court. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours, des petits commentaires, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, des petits pouces si vous avez bien aimé, et à le partager aussi largement pour reprendre la longue série de ces Aubry qui courent et pour qu'ils soient diffusés le plus largement possible. La semaine prochaine, on se retrouve de nouveau ici à Bruxelles pour une session plénière. Jusqu'à nouvel ordre, les sessions plénières se tiennent à Bruxelles plutôt qu'à Strasbourg. On reviendra notamment sur le plan de relance dont les négociations avancent ici au niveau européen, et au fur et à mesure qu'elles avancent, l'austérité avance aussi. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Bon courage et bravo aux nouveaux élus qui vont faire leur entrée au conseil municipaux. Bravo et force à vous. On espère qu'on aura l'occasion de vous rencontrer tous très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Et pour boucler la boucle de cet AQC, comme on était dans la rue en début avec les soignants et qu'ils ont magnifiquement repris la chanson des Pennes Sardines, je me suis dit qu'on allait finir avec l'original des Pennes Sardines, qui est la chanson des ouvrières sardinières de Douarnenez, et qui est très belle. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pennes Sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pennes Sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez